Par contre, un risque, c'est que quand on débute, on a envie de se démontrer que ça marche. On a envie de se rassurer et en fait, trouver le premier client n'est jamais simple. Et typiquement, en fait, on peut être, tenté de répondre un peu tout azimut à des offres qu'on voit sur différents, réseaux. Mais en fait, on va se rendre compte qu'en fait, la mission, n'est pas du tout intéressante. Il y a aussi, en fait, le risque à des moments, de se dire: «Ben oui, c'est proche de mes compétences, pourquoi pas le tester?» et finalement se mettre en risque parce que ça va se voir. Je pense que c'est un vrai, un vrai enseignement, c'est ne nous précipitons pas quand on se lance sur la première proposition qu'on a. Bonjour Audreyne. Bonjour Bouchra, bonjour Bonjour Nicolas, bonjour Audreyne. l'équipe Créacilla. Bon, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va très bien et si tu me permets Nico, avant toute chose, je voulais vraiment remercier, toute l'équipe Créacilla pour l'invitation. J'y suis extrêmement sensible parce qu'il s'avère qu'en fait, on se connaît quand même pas mal. On a été collègues, il me semble, dans des vies antérieures, respectueusement. Deuxièmement, on a même été, à mon avis, plutôt, on est toujours, très, très bons amis. On a refait le monde sur tous les sujets qu'on va aborder, je pense, de différentes manières. Donc, merci beaucoup, Bouchra, Nicolas et toute l'équipe, pour l'invitation. J'en suis ravi. On a hâte de commencer et d'écouter toutes tes expériences et les partages que tu as à nous faire. Donc, déjà, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter ton activité actuelle? Alors, pour faire bref, moi, ça fait 15 ans que j'ai une passion professionnelle qui est le consulting autour de tout ce qui est marketing et expérience client. J'ai fait 13 ans de bons et loyaux services dans différentes entreprises, dans différents cabinets de conseil, autour de donc voilà, comme je vous disais, CRM au sens large. Et puis il y a 2 ans, je me suis dit: «Ben tiens, l'entrepreneuriat était toujours quelque chose un petit peu dans le coin de ma tête». Et j'ai eu l'occasion de me dire: «Ben tiens, lance-toi, prends le plongeon». Et donc j'ai créé ma société, en forme de SASU, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. SASU qui me permettait en fait d'avoir les coudées franches, de pouvoir être assez libre de mes mouvements par rapport à ce que je souhaitais faire. Donc société, Customer Experience Consulting, qui est du coup, un peu orientée autour du noyau dur de ce qui me plaît et de ce que je pense, pouvoir faire, ou du moins ce, autour de quoi je pense pouvoir apporter de la valeur, qui est donc lié aux clients et qui est de permettre à un ensemble d'entreprises de pouvoir leur fournir, des profils d'expertise, qu'elles soient métiers, fonctionnels ou techniques, autour du client. Et donc pour être plus précis, donc c'est marketing automation, c'est CRM, c'est automatisation des forces de vente, c'est call center, expérience client en tant que telle, la mesure qui plaît beaucoup en ce moment dans les sujets Codir, les parcours clients, la modélisation et leur optimisation, et enfin la data client. Le principe est assez particulier, si vous me permettez juste une précision sur le pour finir la présentation, de Bien sûr, l'offre. vas-y. C'est qu'en fait, donc je sais pas si on a le droit de citer de marque, mais c'est pour illustrer. Mes clients principaux ne sont pas, Carrefour, SNCF, Auchan, ou bien même finalement, la boulangerie d'à côté ou la start-up d'à côté. C'est pas forcément aujourd'hui le cœur de mon activité, mais c'est plutôt en fait les intermédiaires. C'est plutôt en fait donc du coup des ESN, des cabinets de consulting, des agences digitales, qui du coup peuvent à un moment manquer de main-d'œuvre et avoir besoin et avoir identifié un besoin, un client qui leur dit: «Ben tiens, il me faut un expert dans les domaines, précités. Je ne l'ai pas à un instant T. En revanche, ça va être compliqué de le chercher, et même ça peut être chronophage pour moi, entreprise de ce type, de, faire une recherche sur le marché global pour trouver la bonne ressource». Et donc je leur propose en fait soit de leur mettre en relation avec des confrères, et en général, ça marche. Parfois, ça peut faire peur, mais force est de constater au bout de 2 ans que ça fonctionne, et que du coup, faire parler des confrères et avoir du coup, répondre à un client, même si on s'associe à son concurrent, mais qui devient confrère, ça fonctionne. Ou bien, également mettre en relation avec des freelances purs et durs pour pouvoir réaliser la prestation. Il s'avère au milieu de tout ça que je peux aussi intervenir en direct quand les sujets, concernent mes domaines de spécialité. Donc, merci à Audreyne pour cette explication. Alors, j'ai quelques questions, mais d'abord, pour préciser. Ce que je comprends, c'est que tu travailles avec des intermédiaires, des ESN, etc. Donc, je vais essayer d'expliciter tout ça. Absolument, Donc, il y oui, a un client qui a besoin, donc tu citais SNCF par exemple, on va dire au hasard. exactement, absolument, oui. SNCF fait de la publicité à des clients
euh, fait du marketing, réfléchit ses prix, réfléchit sa communication, à plein de choses. Et pour ça, ils font souvent appel à des entreprises expertes dans le domaine, soit qui vont leur produire directement des publicités, soit qui vont les aider à construire des produits. Donc, soit des personnes qui vont, des entreprises qui vont construire directement un produit intermédiaire pour la SNCF, soit des personnes qui vont intégrer les équipes à SNCF, et c'est plus là l'expertise des ESN, c'est intégrer les équipes pour fournir un surplus de compétences pour arriver en fait à l'objectif. Et donc toi, quand tu dis que tu travailles avec les intermédiaires, c'est que toi, tu te positionnes en tant qu'expertise de niche sur la compétence client. Et donc, les ESN qui, eux, sont en contact direct avec le client final, parfois ont besoin d'expertise très poussée, très pointue. Et c'est là que toi, tu es là pour y répondre. J'espère que j'ai Exactement. été clair pour ceux qui nous écoutent et C'est qui nous regardent. exactement. Et en fait, l'image que tu évoques est là. Et pardon de pas avoir suffisamment vulgarisé, mais en fait, pour trouver une image, c'est si à un moment tu veux faire appel à un architecte et à toute une entreprise pour refaire taper ta maison, bah, peut-être qu'à un moment, en fait, même si tu fais appel au plus grand architecte et au plus grand cabinet du marché, ils vont leur manquer à un instant T un décorateur d'intérieur. Ils pourraient faire du coup appel à une main-d'œuvre extérieure. Et en fait, c'est compliqué de faire appel à ces main-d'œuvre un peu expertise extérieure. Et c'est là où j'interviens, où je vais en fait chercher pour eux finalement le meilleur décorateur d'intérieur dans l'exemple que l'on cite et leur mettre à disposition pour compléter leur équipe et pour du coup réaliser la plus belle maison et répondre aux besoins du client. Ok, c'est très clair. Merci à Audrey, c'est très clair. Du coup, moi, je voulais te poser une question. Hier, avec Bouchra, on déjeunait avec un entrepreneur notamment qui se positionne exactement comme toi D'accord. sur une expertise différente qui est le product owner notamment. Les product owners, voilà, c'est un rôle dans l'agile. N'hésitez pas à aller voir dans le blog. C'est ici, on explique tout ça. Donc, si vous cherchez Créacilla Product Owner, vous trouverez des applications. Du coup, en se positionnant comme ça, lui, il a fait le choix d'embaucher des product owners, de développer cette expertise et de la vendre comme ça à des ESN. Comment toi tu fonctionnes? Est-ce que c'est le même principe? Alors, la question sous-jacente, tu m'arrêtes si je la reformule mal, mais la question sous-jacente, c'est pourquoi travailler avec finalement une main-d'œuvre ou ouais, une main-d'œuvre ou un salarié, enfin, pourquoi fonctionner sans salariat et avec une main-d'œuvre externalisée, et pourquoi ne pas embaucher et finalement être président un peu tout seul de ma propre entreprise? Et du coup, la réponse, je pense, réside dans la volonté même qui m'a fait me projeter dans le souhait de devenir entrepreneur et de créer ma société. J'ai fait 13 ans de bons et loyaux services en CDI dans différentes structures et force est de constater, de manière un peu involontaire, en essayant de m'auto-analyser et d'analyser mes comportements, que j'avais peut-être un peu une facilité ou du moins un intérêt à déjà faire ça par le passé. Donc à peut-être à un moment, quand mes équipes étaient expertes, bien motivées, mais à un moment défaillantes sur un point, j'avais déjà ce réflexe d'animer un réseau au-delà de la vision entre guillemets un peu traditionnelle de l'entreprise telle qu'on peut la voir et telle qu'elle existait il y a 10 ans et encore oui 10 ans, j'allais dire 20 ans, mais il y a 10 ans encore on faisait appel à ses propres équipes. Et je me suis rendu compte du coup que bah, j'étais plutôt avec un réflexe, avec une affection pour essayer d'aller chercher ailleurs et pour essayer de trouver en fait des solutions un peu qui à l'époque paraissaient tordues, mais qui in fine fonctionnaient et qui in fine bah, satisfaisaient tout le monde. Ça, c'est un premier niveau de réponse à la question. Le deuxième point, d'un point de vue entrepreneurial, c'est que voyant que ce modèle fonctionnait, évidemment, je me suis tout de même posé la question de pourquoi ne tout de même pas embaucher. On pourra y revenir évidemment, et vous l'avez sûrement déjà aussi évoqué dans la voix du dirigeant. Il y a peut-être aussi une rentabilité et au moins un CA, avoir une rentabilité accrue quand on embauche, parce qu'en fait, d'un point de vue marge, on pourra rentrer dans le détail s'il le faut, c'est plus intéressant de le faire. En revanche, quand on se lance, et mon entreprise aujourd'hui,
je touche du bois, fonctionne bien, mais est encore jeune et n'a encore que, enfin, et vient de souffler sa deuxième bougie, c'est aussi un risque à prendre. C'est aussi un risque à prendre parce qu'en fait, même dans la conviction et même dans la préparation du lancement d'une entreprise, on sait tous à un moment qu'il faut quand même ne pas se lancer dans le vide sans aucun parachute, quitte à prendre des risques. Et du coup, au niveau du business plan, dès le début, commencer à vouloir recruter m'a paru un risque à prendre. Et finalement, dans mon contexte précis, inutile, vu que l'animation d'un réseau, comme je l'ai défini et comme j'ai essayé de l'expliquer précédemment, fonctionnait tout aussi bien. Ce que j'entends, c'est que tu dis pour l'instant, pour le début, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te verrais te projeter par la suite? Alors, c'est une très bonne question, Bouchra. La question s'est beaucoup posée en ce qui me concerne lorsque je lançais mon entreprise la première année. Et je me suis dit, est-ce que je tente? Et pour être honnête, j'avais même approché une ou deux personnes qui se reconnaîtront, petite dédicace au passage, pour en gros m'entourer en fait d'expertise complémentaires et avoir une équipe et avoir une team. Finalement, la décision, plus d'un point de vue rentabilité et d'un point de vue du coup aversion au risque, m'a m'a amené à ne pas faire ce choix la première année. Et voyant que ça fonctionnait dans ce modèle justement extériorisé, donc en faisant appel, du coup, comme on le disait, à des, à des partenaires externes, je me suis rendu compte que finalement, c'était moins une priorité de questionnement à avoir et que ce modèle finalement, somme toute, assez original, fonctionne très bien. Quand on dit assez original, en fait, je me rends compte que vous venez de déjeuner avec quelqu'un que je serais aussi au passage ravi de rencontrer parce que je trouve qu'il y a des proximités et évidemment des synergies à faire. Mais pour le moment, du coup, on va dire que de fait, vu que l'idée d'origine a fonctionné, enfin, et donc en conséquence, l'idée de recruter s'est un peu estompée. Donc c'est quelque chose qui peut être considéré, mais qui ne sera pas dans l'immédiat. Merci. Je vais essayer de résumer finalement le métier que tu as développé pour toi et pour ton entreprise. En quelque sorte, quand tu parlais d'expertise tout à l'heure, c'est que tu ne la construis pas en interne, cette expertise, toi tu l'as. Mais en fait, tu t'en sers à la fois pour vendre et comprendre le besoin des clients et aussi identifier les talents de tes partenaires. Et en Exactement. plus, tu animes un réseau, tu le fais grandir, qui te permet du coup derrière de répondre au mieux aux besoins de tes clients. Voilà, donc finalement, cette Exactement. expertise-là, elle te sert à ça. Elle te sert à identifier les talents. C'est exactement ça, Nicolas. Et en fait, on peut trouver l'analogie assez évidente avec le cabinet de chasse, le cabinet de recrutement, qui va faire exactement en fait le même travail que moi, sauf qu'ils vont être focalisés, on va dire, pour résumer, pardon pour la vulgarisation, mais qui vont être focalisés à la recherche de CDD et de CDI. L'analogie s'arrête là. Mais une fois qu'on a compris ça, moi en fait, je vais chercher tout sauf du CDD et du CDI. Et au contraire, je vais chercher en priorité, et je pense que l'image est assez simple, le bon freelance, mais comme tu l'as dit, avec au moins la sensibilité, le savoir-faire et la spécialité sur les domaines que je sélectionne. Donc, je serais typiquement incapable et très très malvenu et loin de moi la prétention de vouloir aider à recruter un freelance sur de la finance ou sur du développement Python parce que c'est pas mon expertise. Par contre, recruter un freelance sur un pilotage de call center ou recruter un freelance sur de l'automatisation de marketing, je vais du coup jouer un rôle de recruteur. Super. Et pour conclure là-dessus, si je peux me permettre, Oui. du coup, à un moment, comme tu l'as dit, vu que je ne suis pas pur commercial et pur recruteur, mais que j'ai un passé aussi opérationnel dans les métiers que j'anime, à des moments, je peux dire, tiens, parmi les freelances, je peux penser à moi-même. Donc c'est un peu schizophrène, mais ça arrive. Et je peux dire, tiens, je peux participer à la réponse et à la structuration du meilleur dispositif, de la meilleure équipe pour le client, quitte à intervenir soit tout seul, soit accompagné d'un complément d'expertise. Oula, en fait, au début de ton explication, je me disais, en fait, tu es sur un océan bleu et puis me reviennent la vision de ces cabinets de portage qui, au final, vont aussi chasser des talents pour aller les positionner sur des missions. Comment tu t'insères
dans cette organisation, dans cet écosystème? En tant que telle, l'offre que je propose n'est pas nouvelle, elle existe. J'ai pas envie de citer la prétendue concurrence, mais il s'avère que certains sont aussi des partenaires avec qui je collabore. Donc l'idée en fait de faire appel à pour résumer, à une main-d'œuvre externalisée, à du freelancing, n'est pas nouvelle et j'en ai aucunement la paternité. Tout dépend maintenant au niveau de l'écosystème du positionnement. Ça, c'est vrai pour toute finalement entreprise qui se structure. Je n'ai pas voulu faire un océan bleu, comme tu dis. En revanche, j'ai voulu dans l'océan bâtir la barque à ma manière. La barque à ma manière se dit peut-être de manière non exhaustive, mais ce que ça m'évoque, c'est au moins ça a été mes souhaits, et j'espère que mes partenaires retrouveront ces valeurs que j'essaye de véhiculer. C'est déjà en fait la confiance. Je m'appuie sur des freelances, mais aussi sur des partenaires donc qui pourraient être concurrents, mais qui s'avèrent être partenaires, les fameuses agences, les fameuses SS2I, anciennement ESN, les fameux cabinets de conseil. Mais je ne vais pas en fait faire du phoning à tire-larigot pour essayer de les trouver. Je vais systématiquement identifier un ancien contact, un ancien collègue, quelqu'un que je connais de confiance dans cette entité pour pouvoir en fait m'appuyer sur la confiance. Je pense que c'est très dangereux pour un entrepreneur de tirer à boulet rouge ou de faire du carpet bombing, pardon pour l'expression, mais en fait d'essayer d'inonder le marché. Et il faut vraiment s'appuyer sur la confiance, premièrement. Deuxièmement, il y a une volonté de le faire un peu, j'ai l'image de la couturière qui vraiment s'applique à faire son point de croix. Et pardon, j'ai pas forcément l'expertise de couture, ça se saurait, mais qui sait vraiment en fait faire son point de broderie à la main, encore de manière un peu artisanale, et qui va finalement rendre la meilleure étoffe possible et la plus travaillée et la plus soignée possible. Par rapport à une autre approche que je ne critique pas, mais qui s'avère être celle de mes concurrents et donc de l'écosystème que tu mentionnes, qui peut être en fait véritablement beaucoup plus en approche usine, industrielle, ils vont évidemment avoir l'intérêt de générer plus de chiffre d'affaires, sûrement, mais ils vont aussi s'exposer au risque de passer un peu comme, pardon pour eux, mais parfois trop industriel. Et je préfère être comparé à un boucher de quartier qu'à une grande surface alimentaire. Je comprends parfaitement et ayant travaillé avec des cabinets de portage, j'ai déjà reçu des missions qui n'étaient absolument pas appropriées par rapport à mes compétences. Alors pour autant, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis et donc du coup, je pense que tu résumes bien au moins la philosophie et donc les valeurs que je modestement tente de faire passer. Il y aurait une exception spécifique sur le portage, qui est un écosystème un tout petit peu différent. Et ça, je pense que ça peut être un conseil pour des personnes qui ne savent pas par quel bout commencer quand on leur dit, ben tiens, lance-toi, crée ta structure. Le réflexe premier, ça arrive souvent, c'est de se dire bah mince, est-ce que j'ai les compétences? Et ensuite, ben après, est-ce que je sais faire mon business plan? Est-ce que je vais être rentable? Et après rentre après toutes les questions un peu administratives de est-ce que je vais correctement cotiser à l'assurance maladie, etc., etc. Donc ça peut être aussi une charge mentale, ça peut être un blocage pour de nombreux entrepreneurs qui cherchent à se lancer. Le premier réflexe peut être de commencer petit. Je pense que dans vos épisodes précédents, ça a été évoqué. On peut commencer petit en auto-entrepreneur et après évoluer vers de véritables structures de société, la SASU, la SARL et j'en passe et des meilleurs et je pense que le sujet n'est pas là. Le portage est une exception dans le sens où le portage peut être intéressant pour se tester, dans le sens où tiens, moi, je me verrais bien en fait ne plus dépendre véritablement d'un chef et aller me chercher mes propres missions, ce qui peut être intéressant quand même d'un point de vue entrepreneuriat, parce qu'il y a quand même une logique de recherche de liberté en un sens, même si c'est un leurre, la liberté parfaite n'existe pas, on a toujours des contraintes, mais ça peut être un bon tremplin, le portage, dans le sens où on nous propose quand même, certes, on nous ponctionne un pourcentage du chiffre d'affaires, mais c'est un entre-deux entre la vraie entreprise et le salariat. Donc le portage peut être à recommander et je pense que ça mériterait vraiment une discussion à part entière et Effectivement, le une portage thématique dédiée. est là pour le business du portage est là pour soulager le risque administratif pour les jeunes Absolument, entrepreneurs absolument.
absolument. qui veulent Donc se lancer. voilà. Donc c'est une exception par rapport à voilà quand je répondais à Bouchra sur la partie écosystème, je pensais vraiment pour être très clair sur des personnes qui pourraient aussi animer des freelances. Ok. Euh, voilà. Donc, mais le portage peut être une exception à considérer au cas par cas. Et là, je pense qu'en fait, Créacilla, vous serez tout aussi à même que moi de répondre à ce genre de questions si les auditeurs ont des questions vraiment, ils se disent, bah tiens, allez, le portage, comment est-ce qu'on y va? Je dirais demander à Créacilla, ils sauront comment vous aider. N'hésitez pas. Euh, ouais, je verrais bien l'enseigne boucherie Cardiles, ça marche bien. Euh, Très bien, bah vous aurez une entrecôte gratuite, cher ami. bah, je vais passer à la première question, du coup, suite à ta Je présentation. t'écoute. Audrey, est-ce que tu peux nous dire, depuis que tu es entrepreneur, quelle a été la plus grande difficulté que tu aies vécue et comment tu l'as surmontée ou comment tu la surmontes si c'est quelque chose qui est en cours? Alors, c'est vrai que cette question est classique dans la voix du dirigeant et on en a déjà parlé avec vous. C'est une question complexe je reconnais avoir une difficulté à y répondre parce qu'en fait, les difficultés sont constantes, sont multiples. Et donc, le premier conseil que je dirais, c'est si on a des difficultés quand on crée une entreprise. Pardon, je suis un peu générique, mais après, promis, je vais aller un peu plus dans le spécifique. On a des difficultés, il faut pas en avoir peur. Donc, faut juste un moment se dire, il y en aura et on va les surmonter. Ça, c'est juste une logique globale. Pour être plus spécifique par rapport à mon cas, je pense que, premièrement, j'évoquerais le fait que, hem, étant issu d'une formation, un peu généraliste, j'ai fait une école de commerce, mais c'est pas l'exception. On peut avoir d'autres formations sont tout autant généralistes. Ben, quand j'ai voulu lancer ma structure, je me suis dit: «Bah, OK, mon offre, sera donc du marketing, du CRM, mais il y a aucun problème. Bien sûr qu'en relisant mes cours de compta et bien sûr qu'en relisant mes cours juridiques et bien sûr qu'en relisant mes cours financiers, bah, je saurais tout faire tout seul et donc il y a aucun problème. Pourquoi en fait me faire aider? Et ma plus grande difficulté a été en fait de m'auto-convaincre qu'en fait c'était une fausse idée pour pas mal de raisons. Premièrement, en fait, n'oublions pas que en fait quand on veut être entrepreneur, ben, on va déjà être submergé à des moments par de la charge de boulot, par de la responsabilité, déjà en se focalisant sur son offre. Pourquoi se rajouter de la complexité quand finalement, en fait, il y a aujourd'hui des comptables dont c'est le métier, des experts comptables qui peuvent être garants et qui peuvent même prendre des décisions à notre place, modulant, moyennant, pardon, des rémunérations somme toute tout à fait raisonnables et qui permettent de nous affranchir d'un domaine dont on n'est pas forcément expert et qui en plus peut permettre d'être un peu des espèces de juges de paix et de garants des actions. Parce que croyez-moi, faire une erreur comptable alors que c'est pas notre expertise peut coûter très cher. Donc vouloir à un moment se dire: «Il y a aucun problème, je vais remplir mes TVA parce que c'est pas très compliqué» ou «Je vais, déclarer mes impôts sur les sociétés» et ainsi de suite. Oui, très bien, ça s'apprend, mais je déconseillerais à des personnes de le faire tout seul. Et donc du coup, la plus grande erreur, moi, que j'ai faite, c'était, de penser que je pouvais le faire et j'avoue que, j'ai eu le bon réflexe de me dire: «Bon, allez, je vais le budgéter, ça va être une dépense, mais au moins j'aurai des sceaux, des tampons sur cette décision, ça sera une charge mentale en moins». Donc ça, c'est un premier point au niveau erreur que j'ai failli commettre et que je n'ai pas commise. J'en profite, je t'interromps tout de suite et après tu peux continuer, n'hésite pas. Euh, donc tu dis que tu as failli faire cette erreur, donc ta première difficulté a été de t'auto-convaincre de Exactement. ne pas tout faire tout seul. De me focaliser, enfin, de faire seul au regard de tout ce qu'on vient de se dire et au regard de la volonté de ne pas avoir de salariés, de faire seul, ce qui était mon cœur d'expertise. C'est ce qui était ce que j'allais Ok. vendre. Et de déléguer les à côté pour évoluer dans un environnement maîtrisé sur ce qui n'était pas mes expertises. Et comment tu as dépassé ça? Est-ce que si tu t'es réveillé un jour, tu t'es dit tiens, je le fais? Est-ce que on t'a convaincu? Comment ça s'est passé? Je pense, lié. Je vais te répondre par un biais, Nicolas, si tu le permets. C'est en lien et tu me le rappelleras si je perds le fil.
Donc en fait, c'est lié à la deuxième erreur ou au deuxième sentiment d'erreur que j'ai eu au tout début du lancement de mon entreprise, qui était mon offre. Évidemment, c'est ce que je vous ai décrit. C'était en fait donc du coup de trouver en gros le meilleur profil pour répondre à ces intermédiaires qui aident, dans notre exemple précédent, la SNCF, Carrefour et j'en passe, et toutes ces grandes entreprises qui ont besoin d'expertise ponctuelle externalisée. Donc ça, je savais que je voulais le faire. En revanche, à un moment, il y a une espèce de questionnement ou presque de boulimie de vouloir tout faire. Et je me suis dit: «Bah, à ce compte-là, je pourrais très bien aussi, finalement, vu que je parle marketing, mettre en place, toute une session de cours en ligne et je pourrais aussi après aller frapper à la porte de l'ensemble des universités, monter des modules de 36 heures, passer des nuits entières, pour la gloire et finalement me dissiper dans mes offres». Donc en fait, j'ai voulu me recentrer, y aller étape par étape. Donc en fait, à la base, c'était en fait faire du sourcing de compétences, m'incluant moi et j'ai essayé de couper. Donc là aussi, j'ai eu en fait, cette volonté de ne pas, me disperser. Par rapport à ce que je viens d'exprimer, qui est en fait la 2e erreur qui a été un peu la peur de l'éparpillement et un peu la peur de la dispersion et de finalement vouloir tout faire. Parce que c'est intéressant d'avoir aussi, un peu l'appât du gain et de se dire: «Bah, autant aller vite et taper, sur, plein de sujets connexes». J'ai déjà eu du mal à me canaliser sur ce qui était vraiment, porteur de valeur, ce qui était prioritaire pour moi. Et du coup, ça peut paraître redondant, mais ayant déjà du temps à consacrer à un domaine focalisé de spécialité et pas une espèce de compétence diffuse, bah, je me suis d'autant plus dit que du coup, ce qui n'était pas dans cette compétence diffuse et encore moins dans ce domaine de spécialité, bah, en fait, que j'avais simplement, eu la mauvaise idée de penser le faire tout seul parce que ça m'aurait rajouté du temps et je n'aurais pas pu consacrer à ce focus que j'évoquais en premier point. Ok, donc c'est du tri dans ta pile d'activités. C'est du Et exactement. C'est du tri dans ma pile et pour être aussi, pour aller un cran plus loin, ça a été vraiment aussi le fait de, bon, ben, on est déjà tous et on le sait dans le milieu, particulier qu'est le consulting, mais d'ailleurs, c'est, déclinable sur beaucoup, beaucoup d'activités, entrepreneuriales et salariales. On est investi, on est quand même sur, certes, on n'envoie pas défiler sur la lune, comme, le vieil adage le dit. On est quand même responsable, de décisions importantes portées chez les clients. Cette responsabilité implique du coup un engagement, une attention, de la rigueur nécessaire et que tout bon professionnel se doit d'avoir. Ça ne sert à rien en fait de se rajouter des risques, légaux et administratifs qui encore une fois, pardon de me répéter, n'auraient pas de valeur immédiate dans même la création de valeur et de chiffre d'affaires généré. Je pense que c'est une très belle leçon, pour tout entrepreneur là qui veut se lancer. oui, Merci. merci. Modeste contribution, mais ça a été effectivement le cheminement intellectuel qui a été le mien. C'est très intéressant et de toute façon, il faut pas hésiter hein, quand on a comme ça une charge de travail qui forcément augmente avec le temps, bah, à régulièrement se dire qu'est-ce que je peux euh, arrêter, déléguer, comment on nettoie cette pile E de e cette charge. Exactement, Et exactement. c'est vital en fait au niveau de l'entrepreneur. C'est vital et si tu veux, je vais faire une digression, mais ça m'évoque des sujets qu'on a déjà eus, avec vous, les équipes, Créacilla. C'est aussi, même au quotidien, même si OK, d'accord, on a budgété le comptable et on a budgété, bon, les bonnes aides au bon moment. C'est vital aussi de se dire qu'en fait, il y a d'autres entrepreneurs, il y a d'autres experts, on a un réseau d'amis et en fait, le coup de fil à un ami, alors, dédicace à Jean-Pierre s'il nous écoute et qui veut gagner du pognon, mais, grosso modo, n'hésitons pas à activer le réseau d'amis. Tiens, j'ai une question, même dans mon domaine d'expertise, mais là j'ai un doute, je ne me souviens plus précisément euh, sur sur quel bouton il faut appuyer dans tel logiciel, par exemple. Bah, au lieu, en fait, franchement, de rester dans son coin, appelons les amis. Je pense qu'il y a, de manière exacerbée, même si c'est vrai aussi en salariat et je l'ai beaucoup vécu, mais une sacrée volonté d'entraide au niveau entrepreneurial. Et même des concurrents apparence, ou en apparence concurrents, se feront un plaisir d'apporter de l'aide,
parce que du coup, on sait évidemment qu'il y a un retour d'ascenseur et finalement, on est tous, pardon pour l'expression, mais dans la même galère et dans le même bain. En fait, on est tellement seul en tant qu'entrepreneur au moment où, à la fin de l'année, on est face aux chiffres, face au bilan, à ses propres responsabilités, que quand il y a la possibilité de se dévoiler un petit peu, mais en gros d'accepter le fait qu'on ne sache pas tout et qu'on doive encore apprendre ou qu'on a oublié quelque chose et qu'on a besoin d'aide, bah, dans ces moments-là, à quoi ça sert d'être seul? À rien. On est déjà trop Exactement, souvent seul. exactement. Si ce n'est à flatter l'ego, mais un ego mal placé qui peut amener à faire des erreurs. Et ça m'évoque un épisode très précis, alors de manière indirecte bien sûr, mais où du coup tu t'es prêté toi-même au jeu d'être interviewé dans l'épisode, où vous évoquiez en fait la logique de, donc ça sur un autre angle que je vais l'aborder, mais tu évoquais le fait que tu avais une tendance au perfectionnisme. Et que du coup, en fait, ça pouvait à un moment te faire perdre du temps avec ta fameuse loi de Pareto que tu expliquais très bien dans cet épisode. Donc, j'invite les auditeurs à aller écouter spécifiquement Merci. ton interview. Et en fait, du coup, je pense que c'est important parce que, ben, du coup, perfectionniste, c'est une chose, et du coup, par opposition au MVP, donc à l'approche agile que te rétorquait Bouchra dans la même séquence, bah, pourquoi rester bloqué? Parce qu'on perd du temps aussi, alors qu'en fait, les gens en général sont plutôt bienveillants et sont toujours prêts à rendre service et à donner un conseil. Et on sait bien qu'en fait, plus on donne, plus on reçoit. Alors ça paraît un peu facile, un peu tarte à la crème comme commentaire, mais dans l'entrepreneuriat, c'est assez important. Et c'est plutôt moins tu donnes, moins tu reçois. Exactement, tout à fait, la réciproque est vraie. Et ça reboucle aussi évidemment sur la logique initiale que j'essayais d'exprimer sur l'une des valeurs, qui est aussi la confiance. Oui. Évidemment, en priorité, je n'irai pas appeler le patron de je ne sais quelle entreprise que je ne connais pas, parce qu'il n'y a il y a aucune raison qu'il me réponde spontanément, même si cette personne est bienveillante par ailleurs. En revanche, la personne avec qui on a déjà collaboré, qui elle-même a ses propres difficultés, se fera un plaisir en fait de répondre et de partager les connaissances. C'est exactement comme quand on est comme quand on a la chance parfois d'être sollicité par des élèves qui doivent par des étudiants pardon, qui doivent rédiger leur master de fin d'année. Et en fait, les étudiants, ils ont toujours peur de déranger, de dire: «Ah tiens, il me faudrait quelqu'un dans le domaine du luxe sur le marketing digital, post-covid» ou j'en sais rien, je trouve des exemples ou alors j'en sais rien, le marketing de la vente de poissons, pour compléter la boucherie, en Norvège. Ils ont toujours peur en fait de déranger et en fait, un simple post LinkedIn pour illustrer, en général, retrouve, 4-5 personnes qui spontanément disent: «Ben interviewe-moi, il y a pas de souci» et je partagerai en fait mes connaissances. Je verrais bien une analogie par rapport à ça. En vrai, moi je me souviens d'un de mes projets quand j'étais étudiante, c'est de réaliser un Mmh. business plan et je suis allée taper, aux Exactement. portes, d'une petite entreprise locale. Le monsieur était ravi, il avait fait une école de commerce, il avait jamais fait le business plan de son Complètement. entreprise et il était content d'avoir quelqu'un qui le fasse pour lui, qui lui mette à jour, son papier. Alors, niveau étudiant, mais Mais c'est déjà pas mal, hein. c'est du don contre don et je trouve que c'est intéressant, donc je partage complètement ta vision Bouchra, tout à fait. Est-ce qu'on passerait pas à la question suivante? Si, si, si. Du coup, la question suivante à Audreyne. Quelle est la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre? Alors, quand je dis difficile, ça peut être aussi complexe. C'est-à-dire qu'une décision qui ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Hem, alors quitte à radoter parce que je suis assez assidu par rapport à la voix du dirigeant et à vos programmes, je pense que ça a déjà été évoqué, mais je l'ai vécu également. C'est en fait et je l'avais déjà vécu en salariat, mais c'est renforcé et c'est exacerbé dans une vision entrepreneuriale. C'est en fait de savoir dire non à un client. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est assez simple et en fait, on va se dire: «Oh là là, dis donc, mais alors s'il dit non au client, c'est qu'il se braque et c'est qu'en fait les relations sont pas agréables avec Alors, lui». Non, au juste, contraire, je pense qu'en fait, est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, contextualiser le non? Parce que ça peut être refuser un client, ça peut être dire non, c'est-à-dire non, tu vas dans la mauvaise direction, tu devrais plutôt aller dans une autre direction. Est-ce que tu peux expliquer plutôt de quel non tu parles? alors il y a tous les noms, toutes les directions de noms que tu évoques, mériteraient finalement un développement.
mais je vais en choisir deux, D'accord, si vous voulez bien, en bien priorité. sûr. Donc pas forcément de manière exhaustive, mais deux points qui peuvent être intéressants d'un point de vue entrepreneurial. Le premier point, en fait, c'est refuser une mission. La plupart du temps, on prend les missions parce qu'en fait, on commence à connaître le réseau nous connaît, la confiance est installée. Donc en fait, en gros, on sait que cette personne est spécialisée dans, on sait qu'après, les gens avec qui on va travailler nous font confiance et qu'en fait, la mission sera menée à son terme. Ça, c'est quand il y a de la confiance. Par contre, un risque, c'est que quand on débute, pour moi, c'était donc il y a 2 ans, on a envie de se démontrer que ça marche. On a envie de se rassurer et en fait, au début, trouver le premier client n'est jamais simple. Et typiquement, en fait, on peut être tenté de répondre un peu tout azimut à des offres qu'on voit sur différents réseaux, différents forums d'offres, différents endroits où on peut trouver des missions. Et on se dit, bah, c'est évident, moi, en fait, je dois me démontrer, je dois démontrer que je suis Superman et que mon chiffre d'affaires va décoller. Et donc, flatter mon ego en disant, bah, il faut que mon entreprise fonctionne. Mais en fait, on va se rendre compte qu'en fait, la mission n'est pas du tout intéressante. Donc on va en fait, du coup, alors qu'on veut être libre et qu'on veut quand même un peu, s'amuser intellectuellement, on va rentrer dans une routine et du coup, s'ennuyer et ne pas donner le maximum de soi-même dans la mission. Donc faire juste ce qu'il y a à faire, mais de manière un peu monotone. Il y a aussi en fait le risque à des moments, de se dire: «Ben oui, c'est proche de mes compétences, pourquoi pas le tester?» et finalement se mettre en risque parce que ça va se voir, ça va se enfin, on va être démasqué. On va dire: «Ah ah! Tu as fait le malin d'entretien, mais» et donc ça marche exactement comme en salariat, hein. Tu as fait le malin d'entretien, mais en fait, tu n'étais pas la bonne personne, adéquate pour remplir la tâche. Donc ça, c'était un premier point de refuser des missions. Et donc de bien choisir, de bien prendre son temps et je pense que c'est un vrai, un vrai enseignement. C'est ne nous précipitons pas quand on se lance sur la première proposition qu'on a. Prenons le temps de l'analyser, d'analyser nos compétences et l'adéquation par rapport à la mission pour être certain qu'on est pertinent. Un autre point important en complément de ce premier volet que j'aborde, c'est ne nous bradons pas. On a une tendance de se dire: «Oh, bah, normalement dans mon business plan, mon prix de vente quotidien est de tant. Évidemment pour ma première mission, je vais accepter de faire 50 de réduction». Ce n'est pas vrai et on ne sera pas mieux considéré par le client. Au contraire, on sera déconsidéré. Parce qu'il aura l'impression finalement d'être tombé sur une bonne poire, pardon pour l'expression, mais du coup qui ne sait pas se vendre et qui ne sait pas, vendre ses compétences au juste prix et donc à la juste valeur. C'est un premier point. L'autre point, c'est aussi, dans ce non, Je peux me permettre, bien je vais sûr, contextualiser parce que ton conseil, pour le coup, il n'est pas valide pour tout le monde. Quelqu'un qui c'est vrai. démarre, contrairement toi, tu as beaucoup d'expérience, quelqu'un qui démarre, dans un métier peut, dans un Oui, premier temps, faire un effort sur le tarif, sachant qu'il n'a pas toujours 100 de la compétence et qu'il va monter en compétence chez le client. Donc tout accepter à de fait d'accord prendre avec quelque toi. chose que tu ne sais pas faire quand tu sais que tu vas monter en compétence dessus, que tu as envie de monter en compétence, oui. Tout à fait. Ça, c'est Je pour les suis juniors, ça entièrement ne marche d'accord pas pour avec toi, toi. mais Complètement. Complètement. Non, non, mais je suis d'accord et tu as raison d'apporter cette nuance, et je partage, complètement en fait le concept et le fond de ce que tu exprimes. Donc mea culpa, c'était pas clair. Quand on commence, heu, quand on commence, à un moment, il faut aussi tout de même trouver son premier client. À un moment, il faut appeler ce qu'on appelle la première référence. Et à un moment, ça fait effet boule de neige. Et une fois qu'on a activé la machine, évidemment qu'après, on est crédible parce qu'on a au moins démontré, donc on a au moins une ligne sur son CV qui montre qu'on a démarré. Ça marche d'autant plus quand on est junior. Et finalement, ça marche aussi sur quand on est moins expert d'un domaine. Donc, on peut toujours s'ajuster. Tu as raison. En revanche, si ça c'est mon avis, mon humble avis. Si on part dans cette trajectoire, alors il faut en fait que, cette, acceptation ou cette, modulation ou cet effort finalement qu'on accepte de faire soit borné dans le temps. C'est de se dire: «Je suis d'accord de le faire sur» et ça et chacun le verra en fonction de son activité et en fonction de sa perspective et presque de son business plan, combien de temps
on est prêt à faire cet effort. Je suis d'accord Mais il avec faut que toi. ce soit presque renégociable dans le temps avec le client, de dire: «Bah, OK, je fais un effort tarifaire parce que je débute. Je fais un effort tarifaire parce que je n'ai pas l'expertise et je ne suis pas le roi du pétrole du marché, sur le sujet, mais je peux tout de même vous aider et vous apporter, ce que vous voulez, presque en approche MVP de compétences, pour en venir à ça. Par contre, à un moment, il faudra qu'on en discute, soit pour interrompre, parce que du coup, vous pourrez après, à un moment, bah, vous appuyer sur quelqu'un de plus senior ou de moins senior, de faire évoluer la mission. Mais moi aussi, en tant que prestataire, moi aussi en tant qu'entrepreneur, une fois que j'aurai fait mes armes, j'aurai besoin de me confronter, de me frotter à autre chose qui est plus en adéquation avec, le positionnement cible que je m'étais fixé. Donc il y a une logique presque de parcours initiatique. Tu m'arrêtes si je résume mal ton idée, Bouchra, qui est tout à fait légitime, mais il faut que ce parcours soit borné dans le temps, à Le minimum. conseil que tu donnes, pour moi, il est valable pour tout le monde, y compris pour les seniors. Quand je dis senior, c'est senior en termes Expérimenté. d'expérimenté. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire des soldes à un moment donné, c'est-à-dire se On est brader, d'accord, bien ou sûr, autrement négocier à la baisse son tarif ou bien sûr, liquider un produit parce qu'on sait qu'on va bien améliorer son sûr. offre à un moment donné. C'est le principe des soldes, comme tu dis, Exactement. effectivement, ça existe Mais et tout le monde le pratique. toujours en affichant la valeur réelle. C'est-à-dire que le client, il Complètement, conscientise que il a de la chance de payer moins cher parce que tu absolument. l'as décidé à un instant T. Absolument, absolument. Et ça, c'est très important. Et ça m'évoque de nombreuses discussions, mais qui sont très, très propres au consulting. Donc, je pense qu'on va fermer la parenthèse. Mais c'est très, très important, au-delà du consulting. C'est effectivement, c'est bien pour ça que les soldes sont grosso modo activés sur une période donnée et pas H24, même si maintenant on assiste avec des assouplissements légaux à la logique de vente privée, mais qu'importe. Faut quand même voir à un moment qu'on a le prix avant, le prix barré et la réduction. Exactement. Et donc, faut bien savoir faut bien faire comprendre à l'acheteur, donc au client, que, en fait, ce prix barré est un effort contextualisé, mais qui n'est pas, en fait, la véritable, valeur intrinsèque véhiculée dans la durée par l'offre que tu proposes. Alors, je suis désolée, je Un t'avais deuxi interrompu. Tu avais un deuxième item, du coup. un 2e item autour de la question du non. Alors, c'est peut-être pas forcément non, mais c'est, savoir s'arrêter à temps. J'ai plus d'illustrations dans le domaine du service, mais je pense que c'est transposable dans le domaine, plus de la vente, d'articles. Dans le domaine du service, il m'est arrivé d'avoir des missions, passionnantes, qui ont duré, 9 mois et on s'est éclaté. On était passionnés, tout le monde était content, là pour le coup l'intérêt était là, le client était passionnant, le sujet était passionnant. Là, pour le coup, pour faire aussi allusion à ce qu'on disait, il n'y avait pas de logique de bradage, il y avait, il y avait pas de logique de solde mais pourtant tout le monde en avait pour son argent, pour son contentement de part et d'autre. Sauf que dans tout projet, dans toute évolution de prestation de service, il y a des phases, différentes étapes. Et là, c'est propre à chaque profession, à chaque métier. Et peut se produire des situations où malgré, le confort dans lequel on est, on entre dans une nouvelle phase, donc ce que j'ai pu vivre au bout de 9 mois. Et la nouvelle phase, me correspondait beaucoup moins et en fait, correspondait moins à mes aspirations. Elle aurait pu être passionnante et tout à fait, valorisante et même, enrichissante pour un autre profil que le mien, mais j'étais simplement pas dans le mood, pas simplement dans ça ne répondait pas à mes, envies du moment, à mes aspirations, de l'instant présent. Alors après, ça c'est une introspection. Allons savoir pourquoi. Je pourrais m'allonger sur un divan et en parler pendant longtemps, mais ça serait une psychanalyse. Mais il s'avère que ça ne me correspondait plus. Et en fait, justement, il faut aussi savoir dire non dans le sens stop. On est arrivé à une étape clé où nous étions alignés et chacun y trouvait son compte. Vous souhaitez continuer, je vous remercie. Je ne vous lâche pas tant que je n'ai pas rempli mes engagements. Maintenant, vous me proposez de renquiller. Finalement, vous me proposez au-delà de ce qui était prévu initialement. Ça me correspond moins. Par respect pour vous, mais pour moi aussi, je dois vous dire que
votre projet est passionnant, mais cette phase m'intéresse moins et je vais devoir me mettre en retrait. Ça, je pense que c'est très important d'un point de vue entrepreneurial. Ça recoupe aussi un peu, évidemment, ce qu'on se disait par rapport aussi à la peur d'un entrepreneur qui peut être de manquer de chiffre d'affaires ou de pas réussir à clôturer son année. Mais c'est important pour l'équilibre et pour en fait, du coup, pour même la niaque et la volonté d'aller de l'avant de chaque entrepreneur. C'est de savoir aussi dire: «Bah, maintenant, j'ai fini, et malgré le respect, je vous remercie infiniment de votre respect que vous témoignez en voulant continuer avec moi, ça m'intéressera moins parce que en fait, c'est, une nouvelle phase, j'ai fait le tour du projet et cetera et cetera. Et une fois que c'est annoncé et exprimé, ben, en fait, finalement, les interruptions se font en très bons termes et c'est pas du tout enfin, il faut en fait se détacher de l'idée de, que ça puisse en fait, créer de la gêne. Évidemment et pardon, je vais juste finir, évidemment, je ne suis pas en train de me dire qu'il faut interrompre, en cours d'engagement. Je suis bien en train de préciser le cas particulier de la prolongation non prévue, en début de contrat. Alors, juste pour contextualiser un petit peu, parce que tout le monde n'a pas ce côté phase dans son activité. C'est par exemple, un comptable qui va accompagner une entreprise pendant son démarrage et puis au bout d'un moment, bah, l'entreprise devient trop grande et certes, il Exactement, a les compétences, mais il ne souhaite pas continuer à travailler avec ces tailles d'entreprise. Lui, c'est les spécialisés dans les petites entreprises. Ou alors un exactement. développeur indépendant qui va plutôt être fan de la phase de création d'un produit et qui ne va pas souhaiter continuer pendant la maintenance, par exemple. Un manager de transition, à qui on propose de monter une équipe en vue de, lancer une nouvelle offre ou un nouveau département qui va avoir une valeur, réelle de par, son profil professionnel pour, trouver la bonne équipe, les bonnes accointances et les bonnes expertises et les bonnes symbioses. Mais une fois l'équipe lancée, va trouver personnellement moins d'intérêt à accompagner l'équipe au quotidien parce qu'il va avoir plus, d'aspiration à, mettre des projets sur des rails plutôt que de les accompagner, par exemple également. Merci de ce témoignage. Ça me fait penser effectivement à un épisode qu'on avait tourné avec Sarah, qui, elle, a Mmh. eu dans une démarche similaire. Alors, c'était pas forcément de la prolongation de mission, mais c'est que son domaine d'expertise, qui était le content management, est très Mmh. large. Et au final, elle s'est rendue compte que ce qu'elle aimait au sein du content management, bah, c'était un domaine, et que quand elle arrivait chez un client et qu'il lui demandait de tout faire, bah, elle Ah oui, acceptait effectivement pour une question de rentabilité, de plein de choses. Et aussi, bah, quand on a un client, bien on a du sûr. mal à le lâcher. Et au final, se rendre compte que, bah, non, ce que j'aime faire, c'est ça, et pas tout ce qu'il y a autour. Et donc, finalement, Exactement. à ce moment-là, à savoir dire non. Et donc, voilà, C'est pas toujours une question de compétence. C'est exactement. parfois c'est une Oui, question de volonté personnelle et d'appétence. et et voilà et on en revient aussi de, c'est rendre service à son client que de lui dire, bah, justement en content, alors je suis moins expert en content, mais on va trouver une logique de créa, de copywriting, d'animation de différents réseaux sociaux, voilà et en fait, bah, à force de vouloir tout faire, on peut aussi se noyer, dans notre singularité, ce qui peut être dangereux aussi in fine pour le positionnement global de la marque et de ce qu'on veut dégager pour la suite. Parce que à force de vouloir tout faire, on en arrive, pardon, à ne plus savoir rien faire. Exactement. Ou du moins ce risque existe. Bah, super, super Audrey pour ton témoignage. Maintenant, je vais te poser une autre question. C'est la Oui, question un peu à 1 million, voire ouais. plus. Ça dépend des entrepreneurs. Quel est le secret? Alors, quel est le secret de ta résilience? Je pense qu'il faut croire en soi. Alors croire en soi, c'est justement en fait, prendre le temps de l'introspection et peut-être que ça recoupe des sujets qu'on a déjà évoqués, en début d'interview, mais c'est vraiment en fait, être honnête avec soi-même et savoir en fait, heu, là où on est bon, là où on est moins bon, là où on est expert et là où on est carrément nul. Première approche. Alors après, une fois que je dis ça, je pense que ma réponse est incomplète, parce que pour autant, c'est pas la résilience. Ça, c'est apprendre à se connaître. Le deuxième point pour compléter
cette première idée. C'est un peu facile, mais c'est vrai, c'est en fait finalement aussi oser, ne pas avoir peur de se planter. Si j'ai peur de me planter, ben en fait, du coup, je considère l'échec comme étant en fait l'aboutissement, la fin, et du coup, en fait, bah, je n'ose plus me relever, et du coup, bah, j'arrête tout. Et pour un entrepreneur, bah, c'est aussi synonyme, sans que ce soit péjoratif, de bah mince, j'ai pas réussi à entreprendre, donc je retourne en salariat, ce qui est tout à fait respectable, mais mais ça peut être déceptif pour quelqu'un qui du coup s'est projeté à vivre cette approche professionnelle. Donc et en fait, quand on combine les deux, donc en fait, savoir à peu près là où on est bon et tester, ben en fait, on est en train d'affiner les contours. On se croyait bon là, mais on est un peu moins bon. On se croyait pas aussi bon, mais on apprend parce qu'on a testé et ça marche. Et donc, on apprend de mieux en mieux finalement à se connaître. Et donc, on apprend à marcher. Et à un moment, quand on subit un échec, ce qui arrive à tout le monde, d'un point de vue professionnel, ben on le prend plus comme un échec, mais on le prend comme une tentative rationnelle d'avoir essayé. Il y a que les personnes, en fait, enfin, tous les gagnants du loto ont tenté leur chance. La chance, en fait, n'existe pas. Je pense que la chance est aussi une somme d'itérations, une somme de tentatives, une somme d'introspection qui permet à un moment de déclencher une bonne opportunité. Ok. Est-ce que je peux essayer de le dire en d'autres termes, si tu le veux bien? Donc oui, tu commençais par dire que la connaissance de soi, c'est un indispensable pour tout entrepreneur. Il faut commencer par comprendre qui on est, comment on fonctionne, et justement, est-ce qu'on a la capacité à être résilient? On l'a tous, hein. C'est spoiler, Mais tout être exactement. humain est résilient, c'est Exactement. normal. Et ça peut être en se connaissant soi-même qu'on se découvre une résilience. C'est comme la chance finalement. Il faut juste en fait, on est un diamant brut quelque part. On est tous un diamant brut. Quelque part au fond de nous, il y a une résilience et en fait, faut la révéler au grand jour. J'ai l'impression finalement que ta résilience, c'est aussi, en quelque sorte, le fait de plus on prend de décisions, plus on ose aller, moins on a de mal à remonter la pente quand il y a des difficultés. Parce que en fait, Exactement. c'est un entraînement et finalement, la résilience, on en a tous. Maintenant, c'est comme tout, ça se travaille. Et toi, ce que tu dis, j'ai l'impression que ce que tu voulais dire, c'est ça, c'est que bah, plus on prend de décisions difficiles et on les assume et on les dépasse, plus finalement on a la capacité à aller de l'avant. Absolument, et j'irai même plus loin. L'échec n'est pas une fin en soi. Euh, Dans le sens où en fait, un troisième dimension qui permet de révéler ou de déceler la résilience chez soi-même, en fait, se dire que finalement, on n'est pas le centre du monde et qu'en fait, certains échecs qu'on vit ne sont pas, enfin, ne nous sont pas imputables. Les catastrophes arrivent, malheureusement, ça fait partie de la vie. Donc un échec, un effondrement boursier, une pandémie, tiens comme par hasard, on peut en parler encore aujourd'hui, même si Dieu merci, elle semble un peu plus loin qu'à un moment, peuvent donner l'impression d'échec, mais il faut pas oublier que en fait, ce sont des éléments extérieurs, des éléments exogènes, et donc on n'est pas forcément à la cause de cela. J'imagine aussi, par exemple, quelqu'un qui débute dans la vente de produits, qui passe un temps fou, qui est acharné sur les contrats légaux pour ses fournisseurs, qui donc s'intéresse d'un point de vue import-export à la logique d'Incoterm, qui bookine. Alors pour ceux qui veulent aller voir, c'est intéressant, c'est les livraisons import-export à l'étranger. Donc qui se documente sur les Incoterms, qui va signer son premier contrat, mais malheureusement il a une entreprise chinoise. C'est un exemple en partenaire, et finalement il y a un lockdown avec quarantaine en Chine, bah en fait ça peut faire exploser son activité, tout le travail qu'il a fait, mais il n'en sera pas responsable. Et la Chine non plus en tant que telle, ou le partenaire chinois non plus. C'est juste en fait la situation géoéconomique, géopolitique qui peut aussi du coup donner des coups de massue. Il faut se dire bah ça arrive et c'est pas forcément de ma faute si ça arrive. Attention, je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, je considérerais responsable la personne si elle n'essaye pas de s'adapter à la situation et à trouver une autre solution. Si elle Alors je suis en train subit de
la Absolument. problématique et qu'elle dit oh là là, c'est foutu pour moi, etc. Et Complètement. c'est pas de ma faute, et du coup, voilà. Complètement. Là, par contre, ça devient sa responsabilité de ne pas vouloir essayer de trouver autre chose. En plus, elle est montée en compétence sur cette Absolument. situation. Donc, potentiellement, il suffit de trouver un autre fournisseur dans un autre pays. Le delta de connaissances à compléter sera moins important. J'ai peut-être rentré dans un lieu commun, mais j'ai l'impression qu'en sous-jacence de vos commentaires, on est en train d'évoquer aussi tout de même la logique au global et pas spécifique projet informatique d'agilité. De Euh, responsabilité. exactement. De responsabilité. Quand quand j'exprimais ou quand je tentais de faire passer le message qu'une partie de la résilience est d'accepter qu'on n'est pas le centre du monde et qu'il peut y avoir des éléments exogènes, pour autant, bien mal pensant serait celui qui se dédouane systématiquement en disant oh bah j'ai pas de chance, oh bah j'ai été licencié donc, oh bah mon fournisseur chinois a interrompu, oh bah tiens mon plus gros client avait un contrat mais en réduction économique et ne veut plus signer avec moi. Et oh bah c'est pas moi, c'est jamais moi. Et donc en fait c'est pas ma faute à moi. Ce serait une erreur et ça irait du coup pour le coup à l'encontre complète de la résilience. Ce serait en fait presque en fait se refuser de se créer sa chance. Et donc pour revenir par rapport à ce que tu disais Bouchra, la bonne solution serait de se dire avec un soupçon d'agilité, bah en fait du coup évoluons dans un environnement économique et d'entreprise qui change, qui est en mutation. Et donc du coup, bah, mon contrat ou mes incoterms sur lesquels j'ai travaillé, pour reprendre mon exemple, bah, pourquoi pas en fait l'adapter intelligemment à un autre marché et du coup bâtir sur du travail qui a été fait en se réappropriant la difficulté et en allant plus loin. Je pense résumer les idées que vous partagez. Par exemple, aux restaurateurs, pendant l'épisode Covid, une grande partie d'entre eux, entrepreneurs, bah, se sont dit ok, bon, bah, c'est difficile, c'est un moment difficile à passer. Comment je peux réagir? Ah bah tiens, je peux me diversifier, je peux faire de la vente à emporter, je peux faire de la livraison, je peux euh, comment dire, Il y en a offrir qui ont Ça aidé m'évoque, les étudiants aussi. voilà, offrir des repas aux étudiants, etc. Il y avait plein de choses à faire, et il y a certains qui ont fait que se plaindre et dire bah c'est oui, catastrophique. Alors et c'était ça m'évoque difficile, un autre épi. c'était Pardon. très difficile. Il y a aucun Oui, souci avec ça. oui. Faut avoir du courage et il faut entre guillemets y aller avec son bâton de pèlerin et ne Exactement. pas se laisser Mais il faut abattre. pas oublier Ça que clairement, dans cette crise-là, bah, il y en a beaucoup qui se sont enrichis parce qu'ils complètement. ils ont très vite tourné la page et essayé de trouver une solution. Ça m'évoque un autre épisode de La Voix du dirigeant et si on peut faire une petite dédicace à Eric Chafanel qui se reconnaîtra. C'est très intéressant le sujet avec Eric quand il évoque en fait les multiples pivots auxquels il a été confronté dans sa véritable dimension entrepreneuriale en ce qui le concerne. Et en fait, indépendamment de résumer les propos d'Eric, et du coup, j'invite plutôt les auditeurs à aller voir l'épisode spécifique avec Eric Chafanel. Ce que je trouve moins intéressant vu de ma fenêtre, c'est qu'en fait, finalement, être entrepreneur, c'est pas simplement un moment vendre des bijoux, vendre du conseil, ouvrir une boucherie ou faire de l'import-export. Être entrepreneur, c'est choper des réflexes. C'est choper des réflexes de rigueur, c'est savoir faire un business plan, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes, comme on a pu le dire, c'est savoir à minimum relire un contrat, c'est savoir s'organiser, c'est savoir faire un plan de tâches, c'est savoir à un moment s'entourer de personnes qui font des très beaux montages dans la voix du dirigeant, de très beaux micros, parce que par le passé il y a eu des connivences autour de podcasts, donc on sait quel micro choisir, etc. Donc en fait c'est plutôt des modes et des modes d'approche, des modes de réflexion, mais qui sont déclinables partout Merci, oui, et qui sont applicables dans de multiples domaines. effectivement. Donc quelques questions du tac au tac, toujours les Je mêmes, t'écoute. mais on aime bien avoir le point de vue de tous les entrepreneurs, donc tu en fais partie. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu es plutôt recrutement ou prestataire externe? Prestataire externe. Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation? Auto-formation, sur le net, avec les amis, avec le réseau, formation spécifique, mais quand ça mène, je pense, à des certifications en ce qui me concerne. Ok.
est-ce que tu es plutôt... Pardon. Déjà, est-ce que tu es dans un réseau d'entrepreneurs? Non, pas à date. D'accord. Et à choisir entre un réseau d'entrepreneurs à la cool, c'est-à-dire euh, où en gros tu te présentes, c'est des déjeuners, des after-work, etc. Tu discutes avec des gens, ou des réseaux structurés avec des tables rondes où tu te présentes en 2 minutes, les autres se présentent en 2 minutes, etc. Et tu échanges des cartes. Qu'est-ce que tu préférais entre les deux? Très personnellement, je le préfère déstructuré et pourquoi pas autour d'un bon repas ou d'une bonne bière, à consommer avec modération. Mais ça, c'est une question de caractère, c'est une question de personnalité. Pour autant, j'imaginerais bien, et je sais pas pourquoi je dis ça, j'imaginerais bien une structure très très encadrée avec par exemple une logique de bootcamp. On pourrait imaginer emmener des personnes et les motiver du soir au matin. Et je pense que ce serait un sujet à creuser. Euh, le téléphone et les emails, est-ce que ce sont des amis ou des ennemis? En ce qui me concerne, j'utilise les deux. Et donc, pour moi, je suis ami des deux parce que je trouve qu'ils sont complémentaires. Ok. Le téléphone pour garder un lien, pour passer des messages rapides, pour sentir une émotion, pour faire passer aussi la confiance, pour avoir de l'information off, pour remplacer finalement un peu l'image de la machine à café en entreprise traditionnelle. L'email plutôt pour garder des traces écrites d'engagement et ou des mémos de prise de notes ou d'éléments nécessitant un stockage. Ok, est-ce que tu es plutôt journée type ou chaos organisé? J'adore la dimension de chaos organisé, mais attention quand on est entrepreneur parce que le chaos organisé peut devenir une journée type. Alors je m'explique. En fait, on peut se dire, bah tiens, je vais changer de tâche, je vais faire un peu d'administratif, puis après je vais faire un peu de réseautage, puis après je vais faire un peu de production de ma propre spécialité, et à un moment arriver systématiquement à dire en fait, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais bosser. Et donc en fait, le samedi matin, on se dit bah tiens, je fais des factures. Le dimanche, on se dit tiens, je vais faire une nouvelle offre PowerPoint. Donc oui, ça donne un côté un peu chaos parce qu'on change. Mais j'aimerais insister que ce qui peut être bien, c'est un tout petit peu de réguler dans ce chaos assez fascinant d'un point de vue professionnel, de réguler un tout petit peu avec des éléments personnels de type journée type. Réservons-nous des plages pour le sport. Il s'avère que j'ai un petit côté geek, donc réservons-nous des plages pour les jeux vidéo ou pour les séries. Et qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir profiter et de pas systématiquement se résumer à un chaos professionnel organisé. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui tu t'y tiens? C'est-à-dire, est-ce que tu te dis bah, tous les jours je sais pas moi, de 16h à 17h, je fais 1 heure de console de jeu? Ou est-ce que justement c'est complètement aléatoire dans la journée, mais par contre, tu sais que tu vas y passer à un moment donné pour faire ta pause? Alors, je sais pas si on dévie du sujet ou pas, mais je trouve que c'est intéressant. J'ai beaucoup, en tant qu'entrepreneur, culpabilisé quand je me prenais une pause entre 14 et 16 heures pour regarder une série passionnante. Et je pense qu'en fait, justement, contrairement à un salarié qui, justement, a sa journée plus organisée, c'est bien de se légitimer à prendre des pauses, de se légitimer à faire autre chose. Quelqu'un qui veut reprendre des cuisines, qu'il le fasse en plein vendredi, il y a aucun problème. Quelqu'un qui veut refaire du sport, qu'il le fasse le lundi matin s'il le faut, et qu'il compense justement avec la latitude qu'on a le week-end s'il le faut. Mais donc voilà, acceptons cette organisation de divertissement, d'évasion intellectuelle. Acceptons de prendre un bouquin de manière organisée, même si je m'y tiens pas encore. C'est peut-être une bonne résolution pour 2023. Ouais, effectivement, tu parlais de charge mentale tout à l'heure. Tu as commencé par ça, hein. Tu disais que Absolument. l'entrepreneur a énormément de charge mentale et que d'ailleurs c'était bien de déléguer une partie des tâches indispensables, mais où c'est pas la plus grande apport de compétences et de valeur pour le client. Absolument. Et de la même manière, en fait, cette charge mentale, il faut aussi la libérer à des moments et il y a besoin de se reposer. Et c'est pas en bossant 27 heures par jour. Attention, c'est pas possible. Complètement. Si vous faites le Complètement, calcul, c'est pas possible, complètement. 27 heures par jour. Et c'est pas non et c'est pas finalement, mais t'as raison. Et c'est pas finalement en se disant aussi mon repos va être d'aller me coucher. C'est bien justement en tant qu'entrepreneur de se réserver vraiment des plages de détente pour les réserver à ses passions. Exactement.
Alors, Audrey, est-ce que tu es plutôt lecture, podcast ou vidéo? Alors, évidemment, merci pour le clin d'œil, podcast. Je pense qu'il y a un an et demi de ça, je l'ai beaucoup été avec toi et avec le reste de l'équipe. Donc ça, voilà. En ce qui me concerne, pour être honnête, pour autant, pour l'avoir du coup co-animé avec l'équipe que j'ai pu citer, personnellement, j'écoute pas trop de podcasts et j'ai même pas écouté le mien, bien sûr, si ce n'est pour faire passer des heures de montage et en fait arriver à pouvoir présenter un produit fini. Lecture, je m'en veux, mais c'est plutôt la lecture digitale, donc c'est beaucoup de news de tout type, en toute langue, sur différentes sources. Mais j'ai quelques bouquins papier vraiment à lire qui sont en retard dans ma to-do perso. Vidéo, beaucoup de séries. J'aime beaucoup m'évader de mon quotidien avec de nombreuses séries de tout type. Jeux vidéo, c'est plus l'univers du jeu vidéo qui m'intéresse. Peut-être que certains auront été observateurs et verront dans le fond quelques références aux jeux vidéo, aux mangas, mais c'est plus l'univers que le fait de passer 3 heures devant un jeu vidéo. Est-ce que tu as un livre, vidéo ou podcast professionnel à recommander? Alors, professionnel, en l'état, je ne saurais pas vraiment vous orienter vers quelque chose de spécifique. Par contre, quelque chose qui est assez passionnant, parce que c'est presque au croisement entre perso et pro, c'est le vidéocast de Kian Kojandi qui s'appelle Un bon moment avec. Je sais pas si vous Oui. connaissez. Kian Kojandi a dû lui aussi pivoter, a dû aussi pendant le confinement, bah, du coup, arrêter les salles de spectacle dans lesquelles il se produisait. On a, pour les connaisseurs, on a profité aussi à peu près à la même période, si je ne me trompe pas, pour sortir un album de musique. Mais il y a aussi lancé du coup un vidéocast. Il interviewe pour la plupart des humoristes, mais certains chanteurs ou certains de ses amis musiciens également. Donc c'est évidemment plus orienté perso, mais on se rend compte qu'il y a de très beaux sujets abordés sur aussi la résilience en tant qu'artiste, sur aussi du coup le fait de se réinventer en période compliquée. Et il y a de très beaux sujets très spécifiques. Je pense par exemple à un sujet sur une émission particulier avec pardon, son nom m'échappe, l'un des anciens de la troupe des Robins des Bois, Monsieur Barthélemy, donc j'ai oublié le prénom à l'instant, sur par exemple la notion de HPE, qui est une notion fascinante en ce moment d'un point de vue intellectuel. Tout le monde parle et tout le monde, il y a un peu un buzz autour de l'analyse des comportements. On parle beaucoup de HPI, on parle beaucoup de TDA, de TDH. Il y a des questionnements autour du HPE. Et indépendamment du bouquin, parce que je suis pas là pour faire la promo, les échanges peuvent aller assez profondément sur le fonctionnement humain et sur la structure mentale que peuvent avoir les personnes les uns avec les autres. Oui, je connais beaucoup j'aime beaucoup ce podcast. Et bon, d'ailleurs, on n'a pas préparé de multi-blind test, donc désolé. Oui, mais parce qu'en fait, Navo n'est pas là, c'est C'est pour pour ça. ça. Ok. Est-ce que tu es plutôt sport ou art? Ah, je pense que j'ai un très petit niveau en tout, mais je suis passionné par la musique et de manière multi-instrumentale. Je fais un peu de piano en amateur à l'oreille. J'ai pris des cours assidus avec un prof parce que c'est impossible sinon en saxophone. Dans ma jeunesse, j'ai fait un peu de guitare, j'ai malheureusement tout oublié, c'est une catastrophe. Je chante comme une casserole, mais j'aime bien quand même enregistrer. Je m'intéresse à des instruments exotiques comme le kazoo, qui donne un peu la voix de Donald Duck, mais ça existe véritablement. Le tin whistle, donc la flûte irlandaise. On m'a offert récemment un tam tam, faut que je m'y mette parce que bah, ça s'apprend. Et on m'a aussi, pour conclure aussi, il y a quelque temps offert un harmonica, une harmonica, je sais pas, un harmonica, et en fait qui est un instrument bien plus difficile à apprendre qu'il n'y paraît, parce qu'il y a une véritable gestion de souffle. Mais j'invite tout le monde qui justement a envie de se libérer d'une charge mentale à jouer de la musique, premièrement, et principalement, et c'est un avis très personnel de ressenti, beaucoup plus d'instruments à vent, parce que vu qu'on est en fait en train de canaliser la colonne d'air, bah, en fait, le corps est vraiment investi, contrairement à une guitare où il y a encore le cerveau qui cogite. La colonne d'air, en fait, te permet d'évacuer parce que tu ne penses qu'à ton souffle. Et donc, tu évacues le reste. Merci, merci pour ce conseil. Alors, dernière question du tac au tac, c'est t'es pas obligé d'y répondre, on pourra la couper si tu veux. Donc, dernière question du tac au tac, c'est est-ce que ton entourage a évolué, a changé depuis que tu es entrepreneur?
Je dirais oui, mais de manière intéressante. Euh, En tant que salarié, tu as des collègues et je pense que vous en êtes l'exemple vivant. Des collègues peuvent devenir de très bons amis parce que c'est effectivement comme ça qu'on a fait connaissance tous ensemble et on est devenus maintenant des amis. Et donc on est capable de lancer un podcast, on est capable de parler jeux vidéo, on est capable de faire un vidéocast, la voix du dirigeant. Donc voilà. Par contre, en fait, ça a permis aussi d'écrémer juste les connaissances de la machine à café qui nous disaient bonjour, mais en fait qui étaient en fait simplement là parce qu'ils étaient salariés du même employeur, mais finalement avec qui il y avait de la fausse accointance, si ce n'est du respect ou de la bienveillance professionnelle. Ce que je trouve intéressant, et j'en reviens presque pour boucler par rapport à l'une de mes remarques, ou l'un de mes commentaires du début, c'est par contre en fait, vu que j'ai essayé au mieux, en toute sincérité, de bâtir un réseau professionnel autour de personnes de confiance, en fait, les personnes nouvellement rencontrées, je pense notamment à certains freelances qui se reconnaîtront en regardant la vidéo, mais pas que, sont aussi devenus des amis. Et là, pour le coup, on retrouve des personnes passionnantes qui sont à la fois fans du boulot, mais qui sont prêts vraiment eux aussi justement à se livrer personnellement. Et on recrée aussi des amis. Au milieu de tout ça, les amis d'enfance qui n'ont jamais eu de lien professionnel récents sont toujours là, s'intéressent à ce qu'on fait. C'est pas vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on va faire peur à raconter nos histoires. Les gens sont curieux, au même titre qu'on peut être curieux de l'activité d'un pilote de ligne, d'un ingénieur, d'un boulanger, d'un développeur ou que sais-je encore. On est aussi curieux du travail d'un entrepreneur, mais ça n'empêche pas pour autant les discussions d'enfance, de se remémorer les bons moments qu'on a passés. Bon, bah, merci beaucoup à Audreyne. Allez, Je vous remercie à vous. dernière... Oui, merci beaucoup à Audreyne. Dernière question. Euh, si tu as un conseil à donner à un entrepreneur qui se lance, quel est ce conseil? Trouvez la bonne temporalité. N'attendez pas trop et du coup, renseignez-vous auprès de Créacilla qui sera encore mieux placé que moi pour en parler. Trouvez votre MVP à vous et foncez. Donc, ne faites pas d'excès de perfectionnisme. Par contre, ne vous improvisez pas jongleur si vous êtes skater et ne vous improvisez pas pilote de ligne si vous, votre kiff, c'est la plongée sous-marine. Donc, apprenez à vous connaître. Orientez-vous dans ce que vous pensez savoir faire et surkiffer finalement, parce que c'est plutôt C'est le sympa à plus faire. important, effectivement. J'adore, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, Audreyne, comment est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent? Alors, très simplement, il y a un site web, je pense qu'on pourra les mettre en commentaire de la vidéo, il y a un site web, il y a ma page LinkedIn, je pense que c'est vraiment le plus simple. On pourra joindre éventuellement aussi un numéro de téléphone. Si des personnes sont intéressées pour aller plus loin sur des sujets que j'ai pu évoquer, que vous avez pu évoquer, sur des points où j'ai pu très certainement ne pas être clair du tout parce que on a peu de temps. Donc à un moment, il y a aussi, on est pressé, on veut beaucoup dire. Donc si les gens veulent approfondir, évidemment qu'ils n'hésitent pas. Et deuxième point aussi, si il y a aussi de potentiels clients pour le coup, qui pour moi du coup seraient des prospects, qui seraient aussi intéressés simplement non pas pour faire appel à mes services, mais mieux comprendre l'offre, approfondir tel ou tel point, qui n'hésitent pas aussi. Ça fait partie aussi du jeu que de passer le temps pour préciser évidemment vraiment la valeur ajoutée, les bénéfices, avant même de pouvoir considérer un engagement et un premier contrat. Très bien, merci beaucoup à Audreyne. Merci à Audreyne. Je vous remercie Allez, à beaucoup. la prochaine. Merci Bouchra, merci Nico, merci toute l'équipe Créacilla. À bientôt. À bientôt.